Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Sun and air of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved, just like everybody else does. Sun and air oh, nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved, just like everybody else does. It's gonna happen now. Well, what exactly do you mean? See, I've already waited too long, and all my hope is gone. C'est en février 1988, dans le métro parisien, qu'est placardé un avis de recherche. Un écrivain s'arrête, il est immédiatement happé par le regard de celui qui est recherché. Quelques jours plus tard, l'homme en fuite
sera arrêté, mis en prison, mais l'espace de quelques minutes échappera à la vigilance des gardiens, paradant, narguant, insultant sur le toit de la prison à Trévise, en Italie. Une équipe de journalistes immortalisera la scène. L'écrivain en question voit alors l'homme en mouvement. C'est le déclic. Il écrira alors sa dernière pièce de théâtre avant de mourir, Roberto Zucco. C'est au Théâtre 14, à Paris, que le collectif 13 fait revivre à nouveau cette pièce de Bernard-Marie Coltès, jusqu'au 18 avril, avant de revenir au Festival d'Avignon du 4 au 25 juillet 2026. La metteuse en scène Rose Noël possède en elle la fulgurance, l'audace, une fureur de bûcheron et en même temps l'innocence, la candeur, celle de l'enfant qu'elle possède encore en elle pour porter à bout de bras ce monument du théâtre contemporain. Depuis 2018, année de sa création au Festival d'Avignon, elle ne cessera de prolonger un mouvement, d'approcher au plus près d'une écriture, d'un mystère. Celui qui interprète Roberto Zucco est la révélation de ce projet. Prenez Alain Delon, Iggy Pop, Klaus Kinski, mélangez le tout et vous obtiendrez un être humain sidérant, bouleversant, aussi tendre que sauvage, bien vivant. Après un premier podcast avec une partie de l'équipe et le groupe de musique Bivio, un deuxième avec Laurence Côte qui interprète la mère de Roberto Zucco, voici donc le portrait très sensible de Axel Grandberger qui interprète Roberto Zucco. Ah, que l'art est belle pour ce 103e épisode, eh bien, vous accueille avec le premier choix musical d'Alex Grandberger, qui est The Rolling Stones, avec le titre Fool to Cry. Ah, que l'art est belle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue. When I come home, baby, and I've been working all night long, I put my daughter on my knee, and she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool. You know, I got a woman. Daddy, you're a fool. And she live in a poor part of town. And I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me I'm in trouble. You know what she said? She said, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool to cry. Yeah, she said, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. She said, Daddy, you're a fool to cry. Daddy, you're a fool to cry.
Daddy, you're a fool to cry. Daddy, you're a fool to cry. Even my friends say to me sometimes, I make out like I don't understand. You know what they say? They say, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. I'm a fool, baby. I'm a certified fool. Until the rain falls, I'm a fool, baby. Certified fool, baby, mama. Come on, yeah. Ok. Ça joue de la trompette là. Il y a Chet Baker à côté. Chet Baker. Mais c'est marrant parce que ton nom en fait famille c'est Grand Berger. comme on dit en suédois. Grand Barrière. Mais c'est vraiment un nom suédois. alors Oui, c'est absolument un nom suédois c'est parce qu'il n'y a pas de D en fait. C'est pas Grand Berger. D'accord, ouais. C'est Grand Barrière. Et Grand, ça veut dire sapin. Et Barrière, ça veut dire montagne. D'accord. Voilà. Bon, bah alors, hop, l'interview, allez, c'est parti. Bon, alors, je suis vraiment très, très heureux de retrouver Axel Grandberger. Ah, bro, bien. Bah, moi aussi, Fabien. Voilà, je là, suis très heureux. on se retrouve là au Théâtre 14, qui est vraiment un théâtre intéressant parce qu'il est en lisière de Paris, mais très accessible par le métro, par le bus, enfin, tout est très, très simple pour y accéder. Et je dis lisière parce que j'ai vu comme c'est le troisième projet que je vois ici au Théâtre 14. Il y a 2 ans, c'était Clôture de l'amour, qui est la reprise de Pascal Rambert. L'année dernière, c'était une lecture musicale qui s'appelait Privé SVP de Maud Lubeck. Voilà, et puis là, on se retrouve, là. C'était mon coup de cœur d'il y a quelques années. J'avais encore quelques cheveux sur la tête. C'était en 2018. Comme on se retrouve là, je voudrais te poser une phrase que j'avais posée à Audrey Bonnet, Ok. qui est un mot qui s'appelle reprise. Qu'est-ce que c'est que reprendre à nouveau alors surtout ce texte, on va expliquer après pourquoi cette rencontre et tout ça, mais en tout cas déjà ce premier mot, recommencer, reprendre. Comment on dit d'ailleurs en suédois parce que Reprendre börja om. C'est plus recommencer, mais D'accord. ça reste dans la même famille, reprendre, börja om. Et oui, pour revenir à Roberto, pour börja om, recommencer, reprendre, c'est fou. Des fois, on tombe amoureux des personnages. Et moi, Roberto, c'est fou parce qu'il m'a marqué à une époque de ma vie. C'est-à-dire quand j'étais beaucoup plus jeune et je sortais d'une école de théâtre. Mais plus jeune, précise, parce que pour moi, c'est toujours très jeune. Oui, bien sûr. Mais alors, très jeune, c'était... j'avais quand même quoi, 22 ans, 23 ans. D'accord. En sortant de l'école. Et j'étais à la classe libre. Et on a fait Avignon. Et on s'est lancé. C'était notre premier, on va dire, travail professionnel vraiment en dehors de l'école. Et c'était un pari qu'on avait pris. Parce qu'il faut que tu dises déjà, rappeler, voilà, c'est que la metteuse en scène qui était déjà dans cette école Florent, Ouais. C'était son projet de fin d'études, de cycle, En fait, un peu, c'est ça, non? très drôle. C'est Ouais. À Florent, on a quelque chose qui s'appelle le TFE. Et le TFE, c'est-à-dire on a le droit il faut être accepté par dossier. Et si on est accepté, on a le droit de faire un petit spectacle à la fin de l'année. Et nous, notre dossier Roberto Zucco avait pas été accepté en dossier. Je sais pas pourquoi. Les cours Florent, ils s'étaient dit non, ça va pas aller loin ou quelque chose comme ça. Et du coup, Rose, qui est aussi, elle a ce côté calabré, très, très têtu et motivé que j'adore avec elle, elle s'est dit, ok, ben on se lance tout de suite à Avignon. On casse cette étape et on saute tout de suite trampoline pour aller à Avignon. Et du coup, on a commencé à faire Avignon et on a fini troisième coup de cœur du off là-bas en 2018. Et après, on est revenu à Paris
Et on a été... En fait, ce spectacle, c'est drôle, il porte un peu malheur. Parce qu'on avait été pris pour le théâtre de Ménilmontant. D'accord. Et du coup, on devait jouer. Et 2 semaines avant, ils nous ont dit le théâtre, il ferme. Un problème de liquidation, d'argent, quelque chose comme ça. On s'est dit, ok, d'accord, ça tombe dans l'eau. Et après, on a été pris au théâtre de Trévise. Et 1 mois avant de jouer au théâtre de Trévise, même plus court, je crois, le théâtre Trévise commence à brûler. Et du coup, on se dit, ok, bon, on va toujours pas jouer à Paris, en fait. Et après, on a eu un contact et on a fini par jouer à la Cartoucherie, au théâtre de l'Épée de Bois, ce qui était extraordinaire. Mais c'est drôle, ce spectacle, oui, il porte un peu malheur. Je ne sais pas, peut-être c'est notre collectif qui s'appelle le Théâtre 13, le numéro 13, ou Roberto Succo avec ce que ça représente. Mais ce qui est incroyable, c'est que, ok, il y a beaucoup, beaucoup de malheur, mais à la fin, ça finit par du bonheur. Alors du coup, on continue à y croire, quoi. Bon, on va parler bonheur, on va parler naissance, on va parler départ. Qu'est-ce que c'était? Parce que du coup, tout ça paraît tout à fait normal et tu as ton accent qui n'existe pas. On a l'impression que tu es né dans le Berry. Hein. Tu vois, voilà. Mais qu'est-ce que c'était que de naître en Suède et c'est quoi déjà l'enfance? Est-ce que déjà tu as baigné dans un environnement qui était propice à la culture et même si tu pouvais même parler, même d'ailleurs, qu'est-ce que c'était qu'à l'école? Est-ce qu'on encourageait? Parce que nous, on a un cycle scolaire bien particulier, mais est-ce que vous, il y a une manière d'accompagner, enfin que ce soit dans le sport, en tout cas dans l'art, est-ce qu'on accompagne les élèves? Comment tout ça s'est ouvert à toi? Alors en fait, moi je suis né en France, mais j'ai quitté la France très très tôt. Du coup, je suis arrivé en Suède et c'est vraiment là, oui, où j'ai vécu mon enfance. Et mon papa, il est suédois et ma maman aussi. Mon papa, il est de Stockholm et ma maman, elle est du nord de la Suède. Ça change beaucoup, ça, entre Oui, ça change beaucoup. Ouais. Bah, c'est comme si un Parisien et quelqu'un qui vient plus du nord de la France. C'est-à-dire vous avez le côté beaucoup plus, on va dire, culturel. À Stockholm, c'est beaucoup plus accessible. Et ma mère, elle vient vraiment de plus vers la forêt, on va dire, quelque chose comme ça. Et moi qui ai baigné là-dedans, en Suède, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions art. C'est un pays qui est assez riche. Moins riche, je trouve, que les Français, en tout cas dans le théâtre. Mais on a des auteurs incroyables comme Ibsen, Noren, Lars Strindberg, bien évidemment. Et on a du Bergman au cinéma, qui est quand même un taulier du game. Et du coup, avoir vécu là-dedans, au début, j'avais un peu un complexe en arrivant en France, parce qu'après, je suis parti en Suisse. On va un peu vite, mais vraiment ça m'intéresse cette histoire d'enfance, parce que donc tu nais en France, combien de temps restes-tu en France? Quelques années, mais pas beaucoup, hein, je suis tout petit. 2-3 ans, quoi. Voilà, exactement. D'accord, après okay. je pars. D'accord, donc tu pars là-bas, donc pour des raisons professionnelles, tes parents repartent voilà, dans le pays. Voilà. D'accord, donc du coup, toi à la maison, tu as des frères et sœurs, il y a des cousins, cousines, il y a des bibliothèques, à l'école on laisse de l'espace. Alors est-ce que on parle d'un point de vue scolaire que, je sais pas si c'est comme ça en Allemagne, mais le matin vraiment il y a des cours et l'après-midi c'est dédié au sport et puis aux activités culturelles. Alors qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Parce que ça forge un caractère, une idée d'avenir en tout cas. Je pense que comparé au système scolaire français, oui, il y a la Suède, c'est beaucoup plus pédagogique et c'est beaucoup plus accessible par exemple, nous en Suède, ce qui était incroyable, c'est qu'on avait des cours de, comment on dit en français, menuiserie, et même de coudre, pour aller coudre, couture. On avait ça, mais très très tôt. Du coup, on était déjà lancés là dès petits. Et on avait de la chance d'être vraiment un enfant en Suède, de jouer dans la forêt, de construire ses épées. Moi, c'était déjà l'époque des Seigneurs des Anneaux. Alors, avec les copains, on allait construire des bâtons et ça devenait des épées. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé aujourd'hui à l'imagination pour l'acteur de jouer, en fait. Moi, j'ai de la chance en Suède parce que j'ai eu le droit d'être un enfant. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai un peu un syndrome de Peter Pan. J'aime pas le mot grandir. Et comme il dit dans Peter Pan, j'ai pas envie de devenir un pirate. Et c'est pour ça que je suis très fan aussi de Per Gynt, de Ibsen. Et oui, la Suède, pour répondre à ta question, c'est un pays où je trouve qu'on laisse le droit aux enfants d'être vraiment des enfants. Mais comparé avec les Français, par exemple, les Français, vous êtes beaucoup plus cultivés d'une façon, une ouverture à l'art, beaucoup plus... il y a plus d'approche pour vous, parce que moi, quand j'entends des copains qui disaient, oui, à 12 ans, je lisais ça, j'étais là, waouh, c'est fou. Mais d'un côté, aujourd'hui, je suis très content
tard découvrir des livres, parce que si on oublie, on est très petit, on est obligé d'apprendre à lire un livre très compliqué, on va pas vraiment l'apprécier. Alors que quand vraiment on a assez de maturité pour se mettre devant, je sais pas, un Stefan Zweig ou un Hermann Hesse ou un Rilke, moi j'aurais lu ça à 12 ans, j'aurais pas été dans le même mood parce que j'étais vraiment un gosse et je voulais juste jouer. Moi, voilà, pour répondre à la question, moi je trouve que la Suède, ça m'a permis de jouer. Alors, quand est-ce qu'il y a cette bascule de revenir en France? Est-ce que toi, tu quittes le pays? Est-ce que tes parents reviennent ici? Comment ça se passe, cette bascule? Et est-ce que finalement, s'il n'y avait pas eu cette bascule, est-ce que ce métier d'acteur, de comédien, serait arrivé dans ta vie? C'était inévitable ou pas? Non, pas du tout. Moi, en fait, je vais pas te mentir, l'école, c'était très compliqué pour moi. J'étais pas très... je sais pas si doué était le mot, mais en tout cas, c'était pas pour moi. Et j'étais un garçon qui voulait vraiment pas aller à l'école. J'avais horreur de l'école. Pour aller à l'école le matin, il fallait vraiment me tirer du lit. Et j'étais un peu un petit con aussi, c'est-à-dire que je faisais un peu le foufou. Et du coup, très très vite, j'ai arrêté l'école et j'ai commencé à travailler. D'accord, mais là on parle de... En Suède. D'accord, ok, exactement. très bien. Ok. Et du coup, j'ai commencé à travailler en Suède, faire des petits boulots. Et après, avec mes parents, même ma mère, elle a été, on va dire, mutée parce qu'elle était assistante dentiste. Et on est allé en Suisse. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment apprendre le français. Et du coup, j'ai intégré une école là-bas qui s'appelle l'école Ardeva, qui sont très proches à mon cœur. Mais j'étais trop... c'était pas, encore une fois, c'était pas pour moi l'école. Et du coup, je pouvais plus faire ça. Je sentais que c'était pas ma voie. Et du coup, pendant très longtemps, je travaillais des petits boulots, jusqu'à un moment où mon père, il me montrait des films avec Marlon Brando, James Dean, en plus le cinéma américain. Ça c'est pas rien, ça. Quel est le prénom de ta maman déjà? Isabelle. Mais comment on dit en suédois parce que... Isabelle, d'accord. Et ton papa? Martin. Mais Martin. Ok. Mais Martin, Ouais. qu'est-ce que dire? Il me montrait des films. C'est-à-dire, on est dans la maison, dans la salle à manger, où il regarde le programme, il dit, oh là, il faut que tu viennes absolument avec moi ce soir. Faut que tu viennes absolument, on se retrouve au cinéma à tel endroit, hop. Alors non, malheureusement, on n'était pas très cinéma avec mes parents, mais c'était mon père qui était devant la télé et il y avait un film qui est passé. Et par exemple, il y avait Apocalypse Now où il disait Major Kurt, Axel, tu dois regarder la performance. Major Kurt, il est incroyable. Il me citait aussi des citations de comment c'était pendant le tournage avec Marlon Brando. Pas que lui, il était là, mais qu'est-ce qu'il avait entendu, qu'est-ce qu'il avait lu. Et je pense que... Et en plus, moi et mon père, on avait une relation, voilà, on va dire un peu compliquée à l'époque. Et du coup, je pense que ces petites choses comme Marlon Brando et le cinéma américain, c'était quelque chose qui nous rapprochait. Du coup, moi, petit, comme je cherchais un peu l'attention de mon père, du coup, je l'écoutais vraiment avec bienveillance et je regardais ces films et je regardais ces monstres du cinéma, James Dean, Marlon Brando, Daniel Day-Lewis. Moi, j'ai vraiment pas été baigné dans le cinéma français. Ça, j'ai connu beaucoup plus tard, mais en arrivant en France. Mais la première chose que j'ai connue, oui, c'est ces films américains. Scorsese, par exemple, tous les films de Scorsese, mon père est fanatique. Le premier film qui m'a vraiment bouleversé, que mon père m'a montré, c'est Raging Bull. C'était Raging Bull, et quand j'ai vu ça, même devant la télé, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? C'est quel âge, ça? Tu te Raging souviens? Bull. Ouais. Donc, quand tu le vois, toi, Quand moi je le vois, Ouais. je devais avoir 15 ans, on va dire. 15 ans, quand ouais. même, d'accord. Donc, 15 ans, je regarde ça et je me dis, waouh, c'est incroyable. J'ai pris une claque, une gifle. D'accord. Donc, la Suisse, Ouais. petite étape par la Suisse. Ouais, et après, je suis retourné en Suède. Ok. Et je suis retourné en Suède et du coup, j'avais 18 ans, on va dire. Et je travaillais aussi. J'avais essayé de faire une école là-bas, mais encore une fois, l'école. Une école c'était de quoi? Enfin, une école obligatoire qu'on fait D'accord. avant d'être majeur. Je veux dire, comment ça s'appelle en français? Le lycée. le lycée professionnel. Lycée professionnel, T'as exactement. lycée normal ou lycée professionnel, mais... Et c'était au jour où je devais prendre mon bac. Et, même une anecdote pour te dire, ça va t'expliquer un peu comment j'étais comme élève. C'était le jour de bac, c'était école et tout ça. Il fallait aller à une église chercher son diplôme. Et moi, je l'avais pas réussi, mais il fallait que je me présente quand même. Et j'avais fait la fête toute la nuit, je m'étais pas réveillé, il y avait mes parents et tout le monde à l'église et j'étais pas venu. C'est pour te dire que à cette époque-là, j'étais un peu, on va dire, pas discipliné et je cherchais à m'évader, on va dire. Bon, alors l'évasion. Donc, L'évasion, voilà. Elle arrive en France, là, Elle est arrivée en France. Je suis parti en France parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une annonce cours Florent, stage d'accès.
Et Ah non, mais attends, tu vas un peu vite, Axel. pourquoi C'est-à-dire, comment on voit, on est à Stockholm, je ne sais pas si tu vivais à Stockholm, comment on voit qu'il y a une annonce pour une école de théâtre en France et Cours Florent, comment on la découvre cette annonce-là? Qui en parle? C'est toi tout seul ou... Mais je te jure que c'était vraiment sur Internet. Moi, j'étais intéressé par aller à Paris aussi parce que Paris m'avait. Je voulais partir de la Suède et je voulais pas vivre en Suisse. Et du coup, j'ai vraiment regardé école cinéma, théâtre, patati patata à Paris et je suis tombé sur les Cours Florent. Et là, je me suis dit, sur un coup de tête, il me reste un petit peu d'argent dans la poche. Feu, je vais à Paris et j'essaye. Et j'avais de la chance parce que ma sœur à l'époque habitait à Paris. Et c'est peut-être aussi pour ça, voilà, pour revenir à l'histoire de C'est le prénom de ta sœur. Sara Olivia. Sara Olivia, on dit en suédois. Et elle habitait à l'époque à Paris et je lui avais en parlé. Elle m'a dit, bah, tu sais quoi, le stage d'accès à Florent, il dure, je me rappelle plus, 3 semaines, un truc comme ça. Et du coup, je suis venu habiter chez ma sœur et en même temps, j'ai fait le stage d'accès. Et c'est là où on va dire que je suis tombé un peu amoureux du théâtre, quoi, de cette vie-là où je me sentais pour la première fois de ma vie à ma place. C'était vraiment, ok, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, du théâtre surtout. Après, voilà. Donc il y avait la présence forte d'un acteur américain, mais peut-être, enfin d'acteurs américains Voilà. en tout cas, Et qui réalisateur aussi, qui était présent dans ta Ouais. tête. Mais en tout cas, ce désir de théâtre, de dire des mots, parce que ça aurait pu très bien éclore par exemple à Stockholm. Ouais. Oui, mais et je suis très content. Je ne sais pas quelle force qui est au-dessus de nous m'a fait naviguer sur mon chemin pour venir à Paris. Parce que, Parce que c'est comme quitter, j'imagine, tu parlais de faire la fête, Ouais. c'est quitter aussi comme ses amis, quoi. ah, mais absolument, C'est c'était. un déracinement quand même. Après, oui, mais après, ce qui est fou dans ma vie, moi, j'ai toujours eu l'habitude de partir, même si je le voulais pas. Quand mes parents ils disaient, bah, on va là-bas, on va aller là-bas, on va aller là, on va aller là. Du coup, j'ai toujours eu cette. Je me suis jamais senti chez moi en France ou en Suède ou en Suisse. Je me sentais toujours étranger dans tous les pays, malgré que j'ai que le passeport suédois. Quand je suis en Suède, je me sens aujourd'hui plus français. Et quand je suis en France, je me sens plus suédois. J'ai l'impression d'avoir aucune identité. Vraiment être un citoyen du monde au lieu d'un citoyen d'un pays. Et Donc c'est intéressant parce que tu fais 3 semaines de stage. Ouais. Alors tu rentres dans l'école, c'est ça? Ça Exactement. fonctionne. Et Bah. donc combien de temps ça dure la formation? la formation, si je me rappelle bien, je crois que ça dure 3 semaines. Ouais. Et après, du coup, je suis reparti en Suisse. Quand j'habitais encore chez mes parents. Et j'attendais les résultats, on va dire. Et j'ai eu la réponse positive. Vous avez été accepté au cursus de Florent normal qui commence en septembre. Et du coup, là, okay, j'ai dit, ok, ben, feu en septembre, ben, je reviens à Paris et j'essaye, quoi. D'accord. Donc la formation a duré combien de temps? De Florent Ouais, Florent. Alors, la formation dure 3 ans. Ouais. Et après, moi, j'ai tenté un concours qui s'appelle la classe libre, D'accord. où je suis intégré, où j'ai réussi. C'est un concours que tu fais. Alors c'est intéressant parce que la classe libre, c'est-à-dire donc là tu payes plus tes cours, Exactement. ils t'accompagnent, enfin ils t'accompagnent en tout cas, voilà, tu fais partie des 20 élèves, non c'est ça Exactement, par session. Je sais plus Exactement, ils choisissent 20 élèves et sur je ne sais pas combien de candidats et on fait un premier tour, un deuxième tour et un troisième tour. D'accord. Comment est-ce que dans l'école tu rencontres, puisque c'est ta metteuse en scène, mais Ouais. j'imagine qu'avant ça doit être une camarade, au Rose Noël. Comment je la rencontre? Ouais, à l'école. Est-ce que tu as un premier souvenir, un Oui. flash, un truc à te dire Absolument. On était au 104 et on était en train de répéter. Et si je me rappelle bien, je répétais pour une échéance de Florent où je jouais Octave. Et j'avais les cheveux très très longs à l'époque, vraiment en mode viking. On me disait, ouais, voilà le viking, en plus je suis suédois. Raon. Voilà, exactement. Et du coup, je répétais, je gueulais le texte comme ça dans le 104. Et Tu te souviens qu'est-ce que c'était comme texte? oh, je me souviens pas exactement du texte. Je veux dire, pas quel monologue. L'auteur. Bah non, si, non. c'est Musset. C'est Musset. Musset. Ah, c'est Musset. Octave et Célio. Je pense que c'est la scène avec Octave et Célio, la fameuse scène. Et Rose, je me rappelle, elle débarquait là-bas. Et moi, c'était à l'époque où on avait des slims encore. Tu sais, les jeans très, très serrés. Du coup, j'étais en slim, débardeur, les cheveux attachés et tout ça. Je répétais. Et Rose, elle débarque là et elle demande à mon pote qui joue avec moi. Elle me dit, c'est qui ce mec? Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, elle a intégré ma classe et on s'est liés au début d'amitié qui est parti pour une histoire d'amour. Bon. Mm.
Les mots, découverte des textes des auteurs, tu parlais tout à l'heure de films américains, donc très peu de connaissances pour les films français, tout ça, même l'univers même théâtral au niveau des auteurs et des textes. Donc, qu'est-ce qui t'a ému, bouleversé Quelles ont été les grandes découvertes, Axel, des œuvres littéraires là? Alors, parce qu'on peut parler, je sais pas, je parle d'Edouard Bond par exemple. Ouais. Je sais pas si bien sûr, Edouard Bond, ouais, bien sûr. Mais en fait, d'abord, je vais te raconter une petite histoire qui est assez drôle. C'est que quand j'ai fait le stage d'accès, il fallait préparer un monologue. Et encore une fois, moi, je m'y connaissais rien. Mais en théâtre, Victor Hugo, Molière, pour moi, c'était... oui, c'est bien que tu racontes cette anecdote. Oui, ouais. Excuse-moi. Ouais. Et je connaissais rien. Et du coup, je débarque. Il fallait préparer un petit monologue de 2 minutes. Et je voyais les autres gens dans la salle avant de passer, qui s'échauffaient. Ils connaissaient déjà les échauffements qu'il fallait faire pour avoir la voix placée et tout ça. Et moi, je débarque comme un bouquin, comme ça. Et j'avais choisi un monologue du Joker dans Batman. Et du coup, je débarque. Je me rappelle, à l'époque, il y avait Marie-Alix, ma prof de stage d'accès. Et c'était à mon tour de passer. Je passe et je fais le Joker devant tout le monde et tout ça. Alors qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient passé du Shakespeare, du Molière et tout ça. Et tu vois, moi qui débarque et je fais le Joker. Et après, je lui explique, quand j'avais fini ma scène, je lui explique, écoutez, je suis désolé madame, mais moi je m'y connais rien en théâtre. C'est-à-dire, je sais pas les textes et des trucs comme ça. Et du coup, c'est pour te dire à quel point j'avais vraiment aucune connaissance théâtrale quand je débarqué. Mais c'est extraordinaire, Axel. C'est quoi cette candeur qu'il y a en toi? Parce que c'est vraiment un peu se griller soi-même que juste après dire surtout j'y connais rien au théâtre. Tu donnais pas toutes tes chances. Là, il y a une espèce de vérité qui surgissait. Bah oui, en fait, je pense que je me disais... Je pense pas qu'à l'époque je me disais exactement ça parce que j'étais encore très jeune, mais je jouais plutôt sur la carte de l'honnêteté que faire genre que ouais, ah oui, Molière bien sûr que je connais alors que je connais pas du tout. Et aujourd'hui c'est un peu ce que j'essaie toujours de cultiver, c'est que moi j'essaie d'être moi-même et je vais pas faire semblant pour plaire ou si je débarque quelque part, je débarque avec mes tripes à moi et si t'aimes, superbe, si t'aimes pas, ciao, arrivederci. Bon, les textes là qui ont été des découvertes, donc d'autres monologues qui seraient un peu de la même force que le Joker, par exemple. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autres textes là qui t'ont percuté là? Par exemple Macbeth, le monologue du poignard. Moi Shakespeare, je suis tombé amoureux de Shakespeare. Je sais que c'est pas français, mais je suis tombé amoureux de Shakespeare. Pour moi, c'est un des plus grands génies qui a existé, je veux dire. C'est quelqu'un qui a réussi à fabriquer une langue qui va durer dans toutes les générations. C'est comme tous ces grands artistes, musiciens qui arrivent année après année à continuer à combler des gens parce que leur art à eux arrive à traverser les temps. Et pour moi, Shakespeare, c'est exactement ça. Moi, mon rêve ultime, ça serait de jouer du Shakespeare. Richard III, Macbeth, tous ces rôles-là. Mon cher Axel, est-ce que vous en avez parlé à la metteuse en scène? Ouais, je l'ai dit plusieurs fois, elle sait mon rêve que j'ai pour Macbeth, et je pense que Rose Noël serait une très 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 bonne Lady Macbeth en plus. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que là, après Zuko, j'aimerais bien faire un peu de Shakespeare. Si c'est en anglais, en français, je sais pas, parce que les deux m'intéressent. Même en anglais, c'est génialissime. C'est incroyable. C'est très très corporel, Shakespeare, on n'y pense pas, mais le texte est tellement puissant qu'il faut pas le jouer. C'est que il faut respecter le rythme et le respirer, mais pas l'intellectualiser. Et c'est ça c'est ce théâtre-là que j'adore. Moi, à un moment où ça devient trop politique et intellectuel, tu me perds beaucoup. Mais ça, c'est des goûts et des couleurs. Mais quand ça devient trop politique et intellectuel, moi, c'est pas trop ma came. Moi, j'aime quand c'est autre chose, physique et profond. Bon, on oublie le 10 avril 2026, là on fait Back to the Future, okay. Et on revient en juillet 2018. Donc un jour, donc quelqu'un voit quelque chose de toi. Ouais. C'est extrêmement intéressant parce que je me souviens ce que me disait Audrey Bonnet quand il y avait elle était venue assister à un stage avec Pascal Rambert, il faisait travailler les auteurs comme ça, et elle arrivait avec un gros sac de sport et tout de suite, elle avait rien dit, juste son attitude. Il a tout de suite compris qu'ils allaient travailler ensemble en fait, alors que je veux dire, elle était juste élève, hein. Lui c'était déjà le maître. Voilà, mais donc elle a vu certainement quelque chose de toi, bien sûr, de très très fort, et pour avoir ce rôle-là
Roberto Zucco. Zucco, ouais. Il faut quelque chose de très fort. Moi, je me souviens que quand je t'ai vu, en 2018, c'est vrai que il y a le temps à passer quand on s'est revu en 2015. J'avais le souvenir de toi. Il y avait un mélange en toi où je disais souvent qu'il y a Iggy Pop, il y a Alain Delon, et puis Klaus Kinski, quoi. Les trois mélangés. J'espère pas avoir le même caractère que Klaus Kinski parce que lui, il était connu pour être compliqué au travail. C'était très terrible avec lui. Mais du coup, c'est ça que je voulais dire, parce que tout à l'heure, ça me plaisait justement qu'on parle de ça, c'est-à-dire d'où tu viens et où tu te sens bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette rencontre avec ce personnage, tu vas nous expliquer comment tu te l'es approprié, voilà. Et puis surtout, il y a quand même quelque chose de fort maintenant qui est dans ta vie. Donc il y a la Suède, il y a la France, donc on a vu qu'il y avait la Suisse. Et puis maintenant, il y a un pays qui s'appelle l'Italie. Et il y a une ville qui s'appelle Naples. Donc, qu'est-ce que c'est que de se trouver dans une pièce de théâtre où l'Italie est très présente et que c'est extraordinaire dans la pièce, c'est que on a de la chance, on va entendre la langue italienne par moment en parler. Il y a un groupe italien, Bivio, qui est dans le spectacle. Enfin, l'Italie est vraiment très présente. C'est pas juste de la déco, c'est vraiment imprégné à perfusion. Là, ça rentre dans les veines. Et qu'est-ce que c'est d'être percuté par la vie elle-même et puis par une langue, par un peuple, et de se dire je suis de là-bas, parce que Roberto Zucco, il était en périphérie de Venise. Exactement. Bon, et toi, tu vas là-bas et boum, le cœur il fait boum. En fait, le cœur il fait boum parce que j'ai rencontré mon premier amour qui est Rose Noël et qui est italienne, et sa culture et sa famille m'ont accueilli. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, moi, cette force familiale que quelqu'un pouvait avoir, parce que moi, mes parents, qu'ils ont fait de leur mieux et qui sont super, mais qui avaient un côté plus nordique, on va dire, qui a un côté chaleureux, mais aussi beaucoup plus froid que les Italiens. Et du coup, comme moi, à l'époque, j'essaie de m'émanciper. Pardon, c'est comme ça qu'on dit. Correct. Voilà, merci, un point pour moi. Et du coup, je me suis émancipé avec l'Italie, avec ce que ça me proposait là. Quand je veux dire, Rose, elle a vu quelque chose en moi, et je ne le remercierai pas assez parce qu'elle m'a donné les plus beaux cadeaux aujourd'hui, c'est-à-dire jouer Roberto Zucco. Elle a vu quelque chose en moi, et même les rôles que je préparais au cinéma, elle m'aidait parce moi et Rose, on a une langue entre nous que personne d'autre peut comprendre. Elle peut me dire juste en 3 mots un truc qui va faire « Ok, j'ai compris, ne dis pas plus, je vais faire ça ». Et c'est des rencontres comme ça, amoureuses, professionnellement parlant et sentimentalement parlant, qui fait que du coup je me suis accroché aussi à l'Italie. Sa famille m'a accueilli, la famille qu'elle a en Calabre, c'est des gens mais d'une générosité et une chaleur que moi j'avais jamais connue avant, et du coup je suis aussi tombé amoureux de ça. Et l'Italie, c'est vraiment un pays que je me sens, comme tu dis, Naples, c'est ma prochaine destination. J'aimerais vivre là-bas parce que ce que je t'expliquais, la mentalité napolitaine, c'est le Vesuvio qui est au-dessus de nous peut exploser n'importe quand. Alors il faut vivre le moment présent, et il faut vivre à fond. Et moi, j'adore cette mentalité-là. Alors justement, il y a cette urgence. Moi, j'ai eu de la chance j'ai vu déjà la pièce 2 fois. Là, je viens de la revoir une 3e fois, une fois en 2018 et puis après 2025. Mais je pense que c'est sans fin. Si on a de la chance, en fait, encore une fois, il y a les mots qui ont été écrits par Coltès. Ouais. Et puis après, comment c'est traduit d'une certaine manière, si on parlait un peu de traduction. Et quand on a l'impression que c'est quand même très poreux et que c'est quand même assez proche, au plus proche de la sensibilité, de toute la fureur de Bernard-Marie Coltès, voilà. Mais restituer, parce que là on entend bien que la metteuse en scène Rose Noël a perçu quelque chose de toi, mais on peut voir quelque chose. Là, la pièce elle dure 1h30, et pendant 1h30 il va falloir être autre. Je me souviens qu'il y a 1 an, quand je te disais mais quelle est la phrase qui te reste de Roberto Zucco, je sais pas si c'est celle que tu vas me sortir peut-être après 1 an passé comme ça, mais à l'époque c'était
Je ne suis pas. Roberto Zucco. Bon, c'est peut-être toujours la même alors. Oui. Comment tu t'appropries? Parce que moi, je parlais de tout ça, de ce qu'il y a en toi par rapport, pour donner une idée à ces spectateurs-là qui pourraient venir découvrir la pièce, puisqu'en plus, c'est extraordinaire. Tu viens de m'annoncer que vous allez repartir au Festival d'Avignon pour cette année, donc ça va être extraordinaire. C'est tous ces personnages, mais toi, tu es toi. Et puis, ce dont tu nous as parlé, qui fait le caractère extrêmement vivant de qui tu es toi, mais en même temps de ce qu'on donne à nous voir. Il y a une énergie folle. Donc, du coup, ces forêts où tout était libre pendant l'enfance, tu disais, voilà, d'être à l'école, mais comme un lion en cage. Ouais. Enfin, il y a un truc, effectivement, qu'on voit bien dans la pièce, et ils supportent pas d'être enfermés. C'est pire que tout, quoi. Exactement. Ouais. Mais ça, pour te répondre à cette question, c'est grâce au parcours, je pense que j'ai eu depuis tout petit, l'émancipation, de pas avoir sa place, de pas sentir qu'on a sa place ou en France, ou en Suède, ou en Suisse, fait que j'avais inconsciemment l'impression d'être dans une prison. Et je pense que, justement, pour revenir à Roberto Zucco, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est que, oui, je ne suis pas un tueur en série, je ne le ferai pas, je ne fais pas les actes que lui il commet, mais je suis l'avocat de mon personnage, je dois le défendre, ça c'est le métier d'acteur. Mais là où je peux reconnaître, c'est-à-dire que lui, il parle de « je pourrais jamais rester enfermé en prison, car en prison, en cage, je suis comme un oiseau, en cage, les oiseaux meurent. » Et moi, c'est la même chose, que je me suis très très longtemps senti enfermé dans une prison. Et encore aujourd'hui, on est en 2026, avec tout ce qui se passe dehors là, je peux comprendre que les gens se sentent enfermés dans des cages, où ils sentent qu'on ne se sent pas bien sur cette terre, on n'a pas sa place dans cette société, on n'a pas les mêmes droits que les autres. Si t'es en France, t'es trop suédois. Si t'es en Suède, t'es trop français. Moi, j'ai jamais été à ma place, et j'ai toujours été en cavale, on va dire bizarrement. Et là, en cavale, j'ai commencé par la France, Suède, Suisse, et après je retournais en Suisse, et après je suis revenu en France. J'ai toujours été en cavale, et du coup, je pense qu'il y a ce côté-là dans Roberto Zucco où je peux m'accrocher avec lui et pioncer dans mon intériorité à moi pour raconter le texte de Bernard Coltès, c'est de le faire résonner en moi pour le transmettre à vous. Il y a deux choses. Comment on apprend ce texte? Quelle est ta technique à toi? Je sais pas, je sais que par exemple un comédien, par exemple comme un vieux comédien, comme Francis Huster, par exemple, montait et descendait les Champs-Élysées. Ouais. Voilà, alors quelle est la technique à toi? Et puis après, physiquement, est-ce qu'il y a de la piscine? Est-ce qu'il y a du footing? Est-ce qu'on va dans une salle de sport? Alors, on peut commencer physiquement. Oui, j'ai dû me tailler un petit peu, parce qu'en fait, Roberto Zucco, il était très athlétique. Et dans un moment, dans Roberto Zucco, dans la pièce de Coltès, il dit un poème de Victor Hugo qui commence... Moi, je l'ai traduit en italien parce que, voilà, il est italien. Il dit « E la così che mi creaste come un atleta ». Et voilà que je fus créé comme un athlète. Et du coup, j'essaie toujours de trouver des choses qui pouvaient me rapprocher au vrai garçon Zucco, et aussi au Zucco que Bernard-Marie Coltès a écrit, qui me plaisaient. Et moi, j'aime bien les transformations physiques. Et du coup, en plus, si les gens viennent voir le spectacle qu'on fait, c'est très physique. Et il faut être en bon état, avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir faire ça pendant 1h30, 5 fois par semaine. Et du coup, pour me rapprocher du rôle, je voulais avoir la carrure, on va dire, plus la force d'un gorille, mais je voulais être souple comme un chat. Et je voulais quand on l'entend passer, ou tu l'entends et il est là, il débarque, ou tu l'entends pas, il est comme un chat, il monte sur un escalier et tu le vois pas. Parce que Roberto Zucco, il s'évadait des prisons. Il faisait des choses avec son corps que personne pouvait faire, où il s'évadait comme un peu Jacques Messrine, Mérine ou Messrine, je sais pas comment on dit, mais il faisait un peu la même chose. Et du coup, pour intégrer ce rôle, physiquement, j'ai dû m'entraîner un petit peu. Et moi, je suis boxeur, je fais beaucoup de boxe, et du coup, ça a aidé aussi beaucoup, mais j'ai dû faire beaucoup d'étirements pour être très souple. Et après, pour rejoindre à ta question de comment apprendre un texte, c'est drôle que tu dises ça. Moi, à 2 heures avant de jouer, je prends ma corde à sauter et je fais corde à sauter et je me fais une italienne. Et comme ça, après, quand c'est fini, je sens que mon corps, il a bizarrement intégré le texte et je sais que je suis prêt.
mais je fais de la corde à sauter, j'essaie de bouger, des fois je fais du shadowboxing en même temps, je fais le monologue, je suis un garçon normal et raisonnable. Moi j'aime bien des petites astuces comme ça. Et en plus c'est pas ma langue maternelle, alors moi je dois faire encore plus un effort pour apprendre le français que quelqu'un qui est vraiment français. Et du coup, et Coltès, il a une puissance un peu, bizarrement, à Shakespeare, c'est que le texte suffit souvent. Parce qu'il a écrit, quand il dit le monologue, regardez, ces tueurs, ce sont tous des tueurs, ça suffit. C'est d'une puissance qu'il ne faut pas en rajouter. Du coup, il faut vraiment être précis sur le texte. Et je pense que c'est quelque chose, avec l'âge, maintenant, tu me parlais, c'est quoi de reprendre un rôle. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle... il y a un nouveau travail de texte qui a été fait avec Rose, mais chez tout le monde, pas que sur moi, c'est que il faut être très très précis avec le texte parce qu'il suffit. Le texte est plus fort que nous. Rose, elle nous le dit souvent, le texte est beaucoup plus fort que nous. Et du coup, il faut juste vraiment être très très précis dans le texte de Bernard-Marie Coltès parce que c'est une poésie incroyable et le piège c'est de tomber dans une intellectualité. En tout cas moi c'est pas comme ça que je le vois, moi je pense que c'est vraiment très physique et c'est des tripes Coltès et c'est très drôle parce que la personne qui avait les droits de Coltès, une des personnes qui avait les droits de Coltès, elle a dit Bernard-Marie Coltès serait fier de vous s'il avait vu votre Zuko. Et moi quand on me dit ça, moi je suis pas là pour plaire, si vous aimez pas le spectacle, il y a pas de problème, si vous l'aimez, tant mieux. Moi c'est juste mon interprétation. Mais quand j'entends quelque chose comme ça, je suis assez fier et je me dis je suis sur le bon chemin et je continue. Continue. Qu'est-ce que c'est que d'arriver sur le plateau? En tout cas, la pièce va commencer, il y aura peut-être quelques notes de musique, on ne sait pas, hein, le spectateur découvrira. Mais en tout cas, toi, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup il y a une espèce de wagon qui passe à côté de toi et tu te jettes et tu t'agrippes à ça et c'est parti quoi. Elle est où la vie? Tout disparaît, on n'est plus que sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là à ce moment-là? Moi je suis très anxieux, je suis très très stressé comme garçon. Et juste avant de monter sur scène, c'est le pire moment qui existe pour moi. Parce qu'en plus, là, on a une petite télé dans les loges. Du coup, on voit le public s'installer. Du coup, moi, je commence déjà là à être un lion en cage. Et on est dans les loges et c'est un peu une petite cage. Du coup, je me sens, ok, je dois partir d'ici. Je ne peux pas rester enfermé. Ce que Roberto a dit. Du coup, j'utilise ça. Et après, on a deux musiciens extraordinaires qui s'appellent Bivio, qui nous accompagnent, qui sont vraiment des artistes... j'ai rarement vu ça dans ma vie et leur musique comme c'est la musique que j'utilise pour entrer dans le rôle de Zuko parce que moi j'utilise aussi beaucoup de musique pour entrer dans des personnages et pour moi Roberto Zuko c'est Bivio, c'est mes anges c'est mes démons je veux dire pardon, c'est mes démons qui m'accompagnent pendant cette 1h30 et comme le spectacle c'est pas un spoil que je veux dire, il y a beaucoup de musique et il y a Bivio qui commence et du coup dès que j'entends la note de Bivio il y a quelque chose un bouton, ok c'est Roberto, mais en même temps je ne suis pas Roberto Zucco. Alors est-ce que ce serait toujours cette même phrase qui te reste en tête? C'est vraiment en italien non sono Roberto Zucco, c'est oui parce que c'est une carte d'identité et je pense que ça nous rapproche un peu de ce que c'est l'acteur, c'est que je ne suis pas le personnage, je ne suis pas Axel, je suis ce que vous voulez que je suis pendant 1h30 et c'est pas à moi de dire qui est qui en fait. Il y a un petit côté mystère là-dedans, mais il essaye de s'échapper de lui-même. Alors oui, je pense que ma phrase préférée dans cette pièce, c'est Non sono Roberto Zucco, mais après il y a des phrases moi qui me brisent le cœur, qui me met des couteaux dans l'estomac que je déteste même dire. Il y a un moment dans une scène, il dit « Il faut fermer les écoles et agrandir les cimetières ». Elle est horrible cette phrase, mais horrible, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui en 2026. Je veux dire, c'est pour ça que je te dis que reprenant un rôle, et bien évidemment il y avait la guerre en 2018, mais aujourd'hui avec tout ce qui se passe comme ça, on a tellement d'accès, et on sort des phrases comme il faut fermer les écoles et agrandir les cimetières. Je pense pas que ça passe inaperçu dans une pièce de théâtre ou dans une salle de théâtre en tout cas. Je pense que ça fait tous un waouh. Et oui, c'est lourd, mais des fois je comprends qu'on veut pas entendre des choses comme ça. Je comprends et ça intrigue, ça questionne mais c'est peut-être mon côté un peu nordique, c'est que nous, le côté nordique, c'est de l'art très, très, très sombre. Hein. Tu regardes du Noren, du Bergman et tout ça, du Strindberg, c'est très, très sombre. Et moi, bizarrement, j'ai toujours été attiré par le côté sombre.
Les personnages que j'aime le plus jouer, c'est des personnages complexes et sombres. Et on me dit souvent, oui, tu joues que parce que j'ai fait une série Papillon Noir aussi sur Netflix, et c'est aussi un personnage très sombre. On me dit, oui, tu joues souvent ça. Et je dis, avec fierté, je dis, oui, mais moi, les héros, ça m'intéresse pas. Je veux pas être un héros. J'aime jouer des rôles comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de complexité. En tout cas, il y a du jeu, il y a beaucoup de jeux. Et si c'était bien écrit, même des rôles, je pense, qui pourraient être très, très bien. Si c'était bien écrit, même dans le comique et tout, parce qu'on voit bien sur scène le terme jouer. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de malice. Bien sûr. C'est un personnage extrêmement intelligent, Roberto Zucco. Et du coup, il va vite, il fait des volte-face rapidement, il a de la répartie. C'est voilà, comme un boxeur. Voilà, exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a été pour, si je me souviens bien, Isabelle et Martine de voir leur fils jouer Roberto Zucco. Bah, ma mère, oui, elle... C'était où? Alors, ma mère, la première fois, je crois que c'était à la cartoucherie. C'était la cartoucherie, en plus, du coup, une salle très, très impressionnante, quand même, on va pas se mentir, de 300 places. Et ma mère, elle était là et elle m'a pris dans les bras. Je pense qu'elle était fière de moi, mais elle m'a dit, bon, c'est quand que tu vas arrêter de jouer des rôles aussi sombres, quoi. Et je pense oui, ça n'a pas dû être facile de voir son fils aussi jouer des choses comme ça, mais ce que je dois à ma mère, c'est mon côté aussi très clownesque. Ma mère, c'est en suédois on dit teaterorpa, c'est un singe du théâtre, on dit. C'est une expression en Suède. Et mais vraiment, Axel, ces critiques, je suis pas sûr qu'elles soient. Enfin, ça vient un peu rapidement de dire effectivement c'est sombre et tout, mais c'est extrêmement vivant. Oui. Et c'est pas étonnant que tu passes cette première scène qui va changer un peu le cours de ta vie avec le Joker, parce que finalement Roberto Zucco, c'est complètement ça. On est complètement dans ça, dans l'excès, dans la retenue, et puis ça réexplose à nouveau. Si tu prends des par exemple, si tu fais un lien avec le cinéma, tu regardes Taxi Driver, Travis Baker, je crois qu'il s'appelle le personnage qui est joué par De Niro. Pour moi, c'est Roberto Zucco. Et c'est sombre, c'est Roberto Zucco. Mais comme tu dis, en même temps, t'as un côté très Peer Gynt dans Roberto Zucco. T'as un côté très Peter Pan. Parce qu'en effet, il n'a pas notion. Le vrai Roberto Zucco, quand il était en cavale, des fois, il allait dans la rue, il passait devant la police, il disait « Ciao, polizia, come sta ?» Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Alors qu'il était cherché. C'est pour te dire à quel point il était décalé. Mais il avait ce côté très insouciant. Et moi, c'est ce que je recherche dans tous les rôles que j'essaie d'interpréter, c'est l'insouciance, l'innocence. Et je pense que c'est tellement... C'est complexe, Roberto Zucco, parce que le piège, ça serait de jouer le gros dur et le bad boy et tout ça. Mais non, il faut jouer justement la faille. Il faut jouer l'insouciance et il faut montrer comment un garçon avec une tête d'ange a pu dériver. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Sa mère lui dit à la première scène, comment as-tu quitté les rails, Roberto? Et c'est une vraie question qu'elle pose. Comment as-tu quitté les rails? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait tout ça? Roberto ne le sait pas. Roberto, c'est un volcan en éruption qui a quelques moments de lucidité. Voilà ma définition de Roberto. Un volcan en éruption qui a quelques moments de lucidité. C'est ça. Bon, malheureusement, on va être obligé de se quitter parce que bientôt, là, il va falloir commencer un petit peu les répétitions. Les gants de boxe, ouais. Voilà, et puis la corde à sauter. Donc, dernière question avant qu'on se quitte, Axel, c'est tiré d'un film et quel dommage qu'il soit décédé, parce que ça aurait été très intéressant de le rencontrer et même pouvoir, pourquoi pas, travailler avec lui. C'est un metteur en scène qui s'appelle Andrzej Jouawski, qui a fait un film qui était réalisateur. Il a fait L'important c'est d'aimer avec Romy Schneider. Il a fait Possession avec Isabelle Adjani. Absolument. Bon, je crois qu'il aurait été très heureux de te voir sur scène, en tout cas, j'imagine bien ça. Voilà, donc c'est tiré d'un film qui s'appelle celui-ci La Note Bleue. C'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et Georges Sand. Okay. Ils vont se quitter. Et Georges Sand, dans ce film, dit « Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien n'a rien ». Est-ce que toi, Axel, ça t'est déjà arrivé de passer par ces moments-là, de passer par ces bourrasques-là, ces tempêtes, parce qu'on parlait de Shakespeare, la tempête. Bien sûr. Donc, comment, toi, quelle est ta manière de te faufiler ou de se fracasser dedans pour ressortir Waouh, c'est beau, déjà très très beau cette phrase. Oui, absolument, et c'est pas pour rien que je joue des rôles comme ça aussi, comme Roberto Zucco. C'est quand il y a plus d'espoir. Il est où le phare qui va nous guider pour retrouver de la lumière? Ça, on le cherche tout le temps. Et moi, mais absolument, plusieurs fois, j'étais là. En fait, il y a
plus rien, ça ne sert à rien, où j'ai réussi. Ce qui m'a donné de la lumière, c'est mes amis, c'est les gens que j'aime, et c'est aussi l'art. Je m'évade dans l'art, c'est-à-dire que je suis tombé amoureux de la lecture. Là, je suis en train de lire Hermann Hesse, Le Loup des steppes, mais c'est démentiel. Et quand je vais mal, j'utilise l'art, en fait. Je regarde des films, je vais au théâtre, je lis. Ça fait un peu le bon élève, mais c'est ça. Hein. Parce qu'avant, moi, je faisais le fou, je sortais jusqu'à 6h du matin, je prenais la drogue, je faisais n'importe quoi et tout ça. Mais aujourd'hui, j'arrive à trouver une stabilité où souvent, ces moments de nuages, ils viennent au-dessus de ma tête, mais de temps en temps, il y a le soleil qui arrive, et si on a de la chance, il y a même un arc-en-ciel qui peut débarquer. Et cet arc-en-ciel-là, moi, il faut pas comment on dit, l'attendre ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut juste être dans le moment présent, et quand les moments sont durs, il faut les traverser, et c'est très courageux, et je pense que l'artiste en soi, être acteur ou être un artiste, c'est être extrêmement courageux, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Bon, Axel, je te rends ta liberté. Il faut juste rebondir avec un film qui s'appelle Hôtel du Nord. Okay. Arletty qui est arrêté par les policiers et qui lui disent on vous rend votre liberté. Et elle dit tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Voilà. Merci en tout cas, Axel, pour de nous offrir tellement d'émotions. Et je parlerai pas de noirceur. Je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est des explosions de. Bien sûr qu'on passe par là. On peut pas dire qu'on ne passe pas par là, bien évidemment. Ouais. Mais ce serait réduire le texte et même la pièce de ce que vous défendez sur scène. Il y a de la couleur, ça surgit, c'est vivant. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que quand on sort de ce spectacle, on a surtout une seule chose à faire. Et j'aime bien cette phrase-là, c'est qui dit, c'est toujours Francis Huster qui disait dans un film, on lui disait, mais des raisons de mourir, t'en rencontres tous les jours, mais des raisons de vivre, t'en as rencontré combien de fois dans ta vie? Eh bien, sortir de Roberto Zucco avec cette mise en scène, avec la présence de tous les comédiens, parce qu'on parle forcément de toi, c'est ton portrait sensible, mais il y a plein d'autres comédiens qui vous accompagnent sur scène. On a énormément envie de vivre, et ça donne énormément d'énergie, et ça fait du bien à l'âme, et on a envie de découvrir autre chose, quoi. Ça me touche beaucoup. Voilà. Ça me touche vraiment beaucoup. Bon, allez, à bientôt, et pour toujours. Et pour toujours, et merci d'être toujours là. Merci.
Vous avez pu entendre 3 choix musicaux. Le premier était le mien, c'était The Smiths avec How Soon Is Now. Le choix d'Alex Grandberger, The Rolling Stones avec Fool to Cry, et Michael Jackson avec The Way You Make Me Feel. Vous rappelez que la pièce Roberto Zucco se joue au Théâtre 14 jusqu'au 18 avril, c'est à Paris, et puis qu'il partira au Festival d'Avignon du 4 au 25 juillet 2026 au Théâtre Girasol. Alors, l'équipe A que la Rébelle, entretien Fabien Eck, prise de son Melville Belay, musique Adrien Desarrojo, visuel Stéphane Perrault, photo Philippe Lévy. A que la Rébelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.